Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un exposé assez différent des exposés précédents, parce que Stéphane Vendée m'a très gentiment proposé de présenter, en les résumant, plusieurs livres que j'ai écrits, parce que j'en ai écrit beaucoup, et en particulier, je vais le faire aujourd'hui en vous présentant tout simplement mon dernier livre, qui est paru chez l'Harmattan, et dont je vais vous montrer d'ailleurs la couverture, parce qu'elle est assez révélatrice, vous allez voir. Voilà, critique de l'idéalisme philosophique, approche théorique et politique, et en dessous, vous voyez qu'il y a en regard les portraits de Marx et de Platon. Marx en haut et à gauche, et Platon en bas et à droite. Alors vous en tirerez les conséquences, bien entendu, que vous voulez en retirer, parce que c'est quand même significatif de mon point de vue à moi. Alors, il faut d'abord que je commence par vous présenter comment je suis parvenu au matérialisme, et parce que c'est un engagement profond dans le matérialisme informé et érudit qui m'autorise du coup à critiquer l'idéalisme philosophique et sa domination dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ce serait une critique, disons, idéologique, superficielle ou partisane. Donc, je vais vous présenter la manière dont je suis devenu matérialiste, bien que l'éthos philosophique de notre époque et de l'enseignement un peu partout, et en particulier à l'université, ne m'est pas prédisposé spécialement à devenir matérialiste. Alors, ce qui a pu jouer, d'abord, je vous le dis tel quel, c'est mon professeur de philosophie de terminale, qui était un professeur remarquable, il faut le dire, qui m'a appris à penser par moi-même. Et alors, le problème, c'est que quand vous apprenez à quelqu'un à penser par lui-même, il lui arrive du coup qu'il pense par lui-même contre celui qui lui a appris à penser par lui-même. Et c'était le cas dans nos rapports à lui et moi, puisqu'il négligeait Marx et Freud dont il se moquait, alors que Marx et Freud sont pour moi des auteurs, bien entendu, piliers pour mon engagement philosophique. À l'université, est-ce que j'ai pu subir une influence qui m'aurait amené au matérialisme? Eh bien, je vous dis quasiment, ou carrément, non. Sauf que, mais ça c'est un incident de ma biographie, j'ai participé aux événements de mai 68 à la faculté de Nantes, dans une atmosphère de bouillonnement intellectuel assez extraordinaire. Je me suis mis à lire l'idéologie allemande, et j'ai été ébloui par ce texte, ce qui fait que j'ai acquis une intelligence de l'histoire qui est de type matérialiste historique, si vous voulez, celle que nous propose quelqu'un comme Marx. Bon. À l'université elle-même, écoutez, il faut que je vous le dise, l'idéalisme était dominant. Alors, j'ai eu d'excellents professeurs de philosophie, qu'on soit rassuré là-dessus, qui enseignaient très bien les systèmes philosophiques, avec beaucoup d'érudition, mais sans prendre le moindre recul matérialiste par rapport à eux. Ils les acceptaient tels quels, et s'ils les enseignaient, les étudiaient, nous les faisaient étudier et les enseigner, c'était quand même dans un contexte philosophique implicite qui était l'idéalisme. Alors, ils ne l'explicitaient pas, mais ils étaient bien imprégnés d'idéalisme dans leur lecture, bien entendu, de ces grands auteurs qui nous présentaient. Alors, en dehors de l'université, parce que j'en profite pour l'indiquer une dernière fois, je n'ai jamais entendu parler, figurez-vous, du matérialisme tel quel. Il a fallu à ce moment-là que je me tourne vers d'autres occasions de m'intéresser au matérialisme. Il y avait dans ma région, à Poitiers plus précisément, un centre d'études et de recherche sur Marx et sur Hegel et Marx, dirigé par Jacques D'Hondt, où l'on entendait parler, bien entendu, du matérialisme à l'occasion des séances consacrées à Marx. Par ailleurs, à Paris, il y avait Nanterre, et surtout, il y avait à la Sorbonne un séminaire sur le matérialisme dirigé par Olivier Bloch, qui est un grand spécialiste du matérialisme. Il a écrit un que sais-je sur le matérialisme qui a connu une deuxième édition, et j'ai collaboré à ce séminaire, et donc là j'ai pu m'imprégner de ce qu'était le matérialisme en tant que tel. Bon.
Par ailleurs, eh bien, écoutez, il n'y a pas grand-chose. Et ce à quoi j'ai assisté, c'est à une censure, en quelque sorte, du matérialisme. J'en parle dans mon livre, dans l'introduction de mon livre, à une censure du matérialisme dans les médias qui étaient censés rendre compte d'une manière honnête et ouverte de ce qui se faisait en philosophie. Je prends un seul exemple, si vous voulez, pour revenir à Lucien Sèvres. Dans les années 70, Jean Lacroix, qui dirigeait la rubrique de philosophie du Monde, avait fait un compte-rendu très très élogieux de livre de Sèvres, Marxisme et théorie de la personnalité. Jean Lacroix était pourtant un chrétien, mais un esprit honnête, fondamentalement honnête, et qui s'intéressait à la philosophie pour elle-même. Et depuis, écoutez, le matérialisme a eu très peu d'écho dans le même journal Le Monde. J'en parle dans ma préface. J'ai un peu échappé, moi, à cette censure, mais dans la dernière période, par exemple, disons depuis les années 2000, je reviens à Lucien Sèvres, il a écrit près de 3000 pages sur le marxisme, sous différentes formes, en 4 volumes. Pas une seule référence, pas une seule recension de ce livre dans le journal Le Monde. C'est pas digne d'un journal qui est censé pratiquer une information philosophique, honnête, et non pas, si vous voulez, partisane. Bon. Alors, je reviens maintenant, si vous voulez, à la domination de l'idéalisme dans l'histoire de la philosophie, sur la base, donc, désormais, des connaissances, des informations, des réflexions matérielles qui sont les miennes et qui peuvent me permettre de critiquer, d'une manière, disons, exigeante, cet idéalisme-là. Le premier grand idéaliste, c'est bien entendu Platon, c'est même la matrice en quelque sorte de l'idéalisme, avec sa supposition d'un monde d'idées avec un I majuscule, qui fonde le monde sensible dépendant de ce monde d'idées. D'autres penseurs vont suivre comme Aristote, sur lequel je passe rapidement, mais je m'arrête à quelqu'un comme Descartes, que j'admire beaucoup, figurez-vous, qui était un rationaliste, mais dont la pensée d'ensemble est complexe, parce que il l'a évoqué à l'aide d'une métaphore que vous devez connaître, qui est la métaphore de l'arbre de la connaissance, qui commence par dire que les racines de l'arbre sont la métaphysique, avec une démonstration de l'existence de Dieu, et la démonstration aussi que l'être humain est constitué d'un esprit substantiel distinct du corps. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces deux cas, cette métaphysique cartésienne fait l'objet donc d'un savoir, à cause de sa démonstration, de son argumentation rationnelle, elle fait l'objet d'un savoir de type scientifique, on peut dire, et dont la certitude est apodictique. Bon, ça c'est la première partie du Descartes. Ensuite, il y a dans l'art de la connaissance le tronc qui est la physique, et le grand mérite de Descartes, c'est d'entériner l'existence de la physique, qui commençait à se mettre en place depuis Copernic, et d'en faire une étude du monde matériel, parce que Descartes ne nie pas l'existence du monde matériel, paradoxalement, vous voyez, et il affirme que la physique nous en offre un reflet exact, ce qui est alors tout à fait une proposition que je trouve être de nature matérialiste. Et il a aussi, bien entendu, fait l'apologie de la biologie et de la médecine. Et en tant que rationaliste, on peut dire que cette partie-là de Descartes ouvre la voie, en quelque sorte, à un progrès de l'intelligence qui va déboucher sur le matérialisme. Reste qu'il y a eu, au XVIIIe siècle, des philosophes idéaliste et à un niveau d'idéalisme rare. J'en cite un, c'est le cas de Berkeley, qui était un immatérialiste, quelqu'un qui niait l'existence de la matière, pour qui n'existait que des perceptions qui sont en l'homme, qui se transformaient du coup en idées, parce qu'elles étaient présentes dans son esprit, et ces perceptions, pour pouvoir fonctionner comme un monde commun qui permet de nous entendre, leur liaison, leur accord intersubjectif était garanti par Dieu, parce que c'est Dieu qui créait ces perceptions.
Voyez, ben, écoutez, on est là en présence d'un idéalisme absolu, hein, avec en plus des conséquences religieuses sur lesquelles je n'insiste pas aujourd'hui parce que je vous ferai un jour une conférence très particulière, hein, sur Berkeley qui était aussi un évêque, figurez-vous. Il y a eu Hume, hein, il y a eu un philosophe, alors un grand philosophe pour moi, qui s'appelle Kant, dont partage totalement la conception de la morale, qui n'est pas spécialement idéaliste, je vous le dis tout de suite, hein, mais qui a une ontologie qui, elle, est idéaliste, puisqu'il distingue les phénomènes que la science étudie et la réalité en soi, composée de nous-mêmes, hein, à laquelle l'homme n'a pas accès. Par contre, ce qui est formidable chez quelqu'un comme Kant, c'est que la connaissance du monde phénoménal, donc du monde des phénomènes qui sont relatifs à l'homme, est une connaissance véritable. Hein. La question n'est pas de savoir si la physique est une science, mais comment elle peut être une science. Hein. Il le dit dès la critique de la raison pure. Ensuite, il y a eu bien entendu Hegel, qui est un idéaliste absolu, sur lequel je n'insisterai pas, et il y a eu la domination de l'idéalisme, alors au XIXe siècle, je vais vous en reparler tout à l'heure. Elle s'est poursuivie avec le XXe siècle, avec quelqu'un comme Bergson, qui, bien qu'au courant des connaissances biologiques, a professé une vision vitaliste et donc idéaliste du monde et de l'évolution mue par ce qu'il appelle l'énergie spirituelle. Hein. Bon, par ailleurs, il y a la phénoménologie, qui est une discipline tout à fait honorable et assez étonnante, hein, fondée par Husserl, qui a pour fonction d'étudier les phénomènes tels qu'ils apparaissent à la conscience et tels qu'ils sont relatifs à cette conscience. Hein. Or, cette conscience, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, elle ne dépend pas du corps. Husserl refusait de faire dépendre l'esprit ou la pensée du corps, hein, à travers la biologie et le cerveau, bien entendu. Hein. Donc, la conscience est un absolu, hein. Et c'est par rapport à cet absolu, bien entendu, qu'il va développer, et à l'aide de cet absolu, ou sur sa base, qu'il va développer ce qu'il appelle une science des phénomènes, mais qui n'est pas une science des phénomènes, hein, qui est une description de ceci, bien entendu. Et l'influence de la phénoménologie a été telle qu'elle a connu après ce que Dominique Junicot a appelé un tournant théologique, puisque des penseurs contemporains, chrétiens, comme Jean-Luc Marion, hein, ont fait en sorte, hein, que la phénoménologie, étude des phénomènes, en présence de l'être, s'ouvre à une transcendance religieuse, figurez-vous. Bon, c'est le cas de Marion, c'est aussi le cas de Lévinas et d'autres. Hein. Et il y a aussi, et là c'est assez étonnant, le cas de Jean-Paul Sartre, du premier Jean-Paul Sartre. Alors pour être très clair, hein, je vous dirais que j'ai admiré Sartre, j'étais sartrien dans ma jeunesse avant de devenir matérialiste, hein, et j'ai admiré le phénoménologue qu'il était, et les études, les descriptions qu'il pouvait faire des phénomènes, hein, dans sa théorie des émotions ou dans l'être et le néant. Et il est d'une subtilité, d'une précision assez extraordinaire, sauf qu'il appuie ses analyses uniquement sur le primat de la conscience, et d'une conscience qui a totalement conscience, même si c'est sous une forme parfois, disons, un peu obscure, qui a toujours quand même conscience ultimement de ce qu'il se passe en elle. Hein. Du coup, ça donne une conscience aussi, conformément à la vision d'Husserl, une conscience qui est détachée du corps, qui consiste en une espèce d'absolu, et qui donc est libre. Alors, Jean-Paul Sartre, c'est quand même l'auteur, hein, de la liberté absolue de l'homme, qui est une liberté de type métaphysique, hein, même s'il ne se réclame pas de la métaphysique, hein, mais il fait bien reposer quand même l'idée qu'il n'y a pas de nature humaine, hein, qui est déterminée dans l'homme, tout simplement parce qu'il n'y a pas Dieu pour la concevoir, c'est une formule de lui, hein, et cette liberté, hein, l'entraîne à, par exemple, quand il réfléchit sur l'émotion, à prétendre que quand une femme s'évanouit devant un massif de laurier, eh bien, figurez-vous qu'elle choisit de le faire. Il ignore à ce moment-là tous les processus inconscients que Freud nous a révélés et qui pourraient nous expliquer qu'elle s'évanouisse. Hein. Elle ne choisit pas s'évanouir, elle est victime des processus affectifs inconscients qui l'amènent à s'évanouir. D'où cette idée que Sartre a défendue, que vous connaissez, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Cette thèse est une thèse idéaliste, vous lui dites qu'elle, et qui n'est pas soutenable au regard des sciences humaines contemporaines. Et il se trouve que le même Jean-Paul Sartre a évolué. Après, il s'est rapproché du marxisme, hein, il a écrit la critique de la raison dialectique, et il a
dans ce contexte-là, il a pris en compte les déterminismes qui pesaient sur l'être humain, et il a refusé de dire que l'homme n'est rien d'autre que ce qui se fait. Il a écrit un livre sur Flaubert qui s'appelle « L'idiot de la famille », dans lequel il dit que Flaubert ne s'est pas fait comme créateur, il a été fait par des conditions à la fois sociales et des conditions familiales. Et à ce moment-là, il est capable de dire, donc, je répète la formule, que l'homme est fait par son milieu psychologique et son milieu social. Sauf que, il va ajouter cette chose subtile, que l'homme est quand même capable de faire quelque chose de ce qu'on a fait lui, sauf qu'il oublie que cette créativité humaine qui est incontestable, évidemment, il oublie de dire que cette créativité peut elle-même avoir sa source dans des éléments de notre biographie. Voilà. Alors, j'ai dit l'essentiel de cette domination dans l'histoire, d'un point de vue historique. Je voudrais maintenant vous expliquer pourquoi l'idéalisme a dominé. Eh bien, c'est pour deux types de facteurs. Le premier, ce sont les sciences et les techniques, à savoir leur faible développement. Et le deuxième facteur, c'est l'influence de la religion et de la politique à travers la religion. Alors l'influence des sciences et des techniques, tout simplement, c'est le fait que quand on ne connaît pas le monde matériel d'une manière scientifique, on peut s'en faire différentes idées, et à la limite nier non seulement ses propriétés, mais son existence, ce qu'ont fait un certain auteur idéaliste, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais quand on admet qu'il y a, quand apparaît une science réelle du monde extérieur, la physique avec Descartes, et après la biologie, on est bien obligé d'admettre que ces sciences sont des sciences, qu'elles nous apportent la vérité sur un monde extérieur à nous, donc qu'il existe ce monde, d'une part, et deuxièmement, on est amené, avec Darwin, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai par la suite, dans une autre conférence, on est amené, bien entendu, à admettre qu'il y a eu une nature sans l'homme, que l'homme en est issu et qu'il n'en est qu'une forme, ce qui est du matérialisme à l'état pur, si vous voulez. Et nier cela, bien entendu, c'est nier l'importance que les sciences ont dans une réflexion sur le monde, sur l'homme dans ce monde et sur l'homme lui-même. Donc c'est se situer à l'écart de la vérité telle qu'elle commence à éclater à travers les sciences et qui a besoin d'être exprimée par les philosophes dans un langage philosophique. Alors cette domination, je vous signale que j'en critique donc la présence, l'omniprésence dans notre époque, qui est caractérisée donc par un idéalisme évanescent ou pas évanescent d'ailleurs, et cette domination, on la trouve encore aujourd'hui, mais elle a commencé à s'imposer dans l'institution au XIXe siècle, à l'époque de la Deuxième République, 1848, jusqu'à la Troisième République, 1870. Ce qui est assez étonnant. Et je vous lirai tout à l'heure un passage qui est très représentatif de ce que je vais vous dire. L'institution philosophique était sous la dépendance d'un pouvoir d'État qui était tel qu'il interdisait l'enseignement du matérialisme dans les lycées et à l'université. Je vais vous lire une phrase assez étonnante de Victor Duruy, qui était le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, et qui dit exactement ceci. Dès mon entrée au ministère, je préparais la restauration d'un véritable enseignement de la philosophie, c'est-à-dire du spiritualisme. Donc, philosophie égale spiritualisme. Donc, idéalisme, bien entendu. Et en plus, il y avait, par-delà cette influence imposée aux enseignants, bien entendu, le poids de la religion. Parce que dans les programmes qui étaient proposés aux élèves à l'époque, il était interdit d'enseigner le matérialisme. Et je vous en donnerai un exemple tout à l'heure, c'est l'exemple de Jules Lachelier. Mais tout cela révèle à quel point cet enseignement philosophique au XIXe siècle mettait à jour aussi une cause, en quelque sorte, implicite de la domination de l'idéalisme et de l'idéalisme lui-même, c'est l'influence de la religion sur les esprits. Influence qui est due à l'idée qu'il y a un Dieu créateur. Celui-ci, bien entendu, a créé un monde qui existe, mais au sein de ce monde, il y a un homme
qui s'appelle, qui au début s'appelait Jésus, mais il y a maintenant un homme tout simplement. Hein. Il y a des hommes qui sont dotés d'une âme, d'un esprit distinct du corps, et qui peut accéder à la vie éternelle. Et tout cela repose sur l'idée d'un Dieu qui est extérieur au monde et qui est bien entendu immatériel. Bon, c'est cette influence-là de la religion, vous voyez, qui explique la domination de l'idéalisme philosophique, y compris dans l'enseignement. Parce que, autre idée, il y a toujours eu une collusion entre la religion et l'idéalisme philosophique sous une forme ou sous une autre. Il faut le savoir. Berkeley, dont je vous parlais tout à l'heure, était un évêque. Et par ailleurs, il faut savoir que les religions n'ont cessé d'apporter leur soutien au pouvoir en place, quels qu'ils fussent, et même les plus tyranniques. Pensez à l'idée d'une monarchie de droit divin, et pensez à la manière dont quelqu'un comme Rousseau, philosophe hétéroclite et hétérodoxe, qui a été capable, à la fin de son deuxième discours sur les inégalités, de dénoncer le droit divin qui justifiait les inégalités auxquelles les hommes étaient soumis sous la monarchie. Bon, alors pour revenir au XIXe siècle, il est évident, bien entendu, que la présence de l'idéalisme obligatoire dans l'enseignement et du spiritualisme était due aussi au fait que cela servait les intérêts de la religion et de la caution qu'elle apporte au pouvoir en place, qui étaient des pouvoirs non démocratiques. Et je vais vous donner un exemple de ce type d'enseignant qui a illustré un peu ce que je viens de dire. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jules Lachelier, qui était un brillant intellectuel, à sa manière. Il a été agrégé de lettres, agrégé de philosophie, il a ensuite enseigné à la Sorbonne, il a été recteur, et il a été capable de dire, ça illustre bien son point de vue spiritualiste et idéaliste, les deux allant ensemble, vous avez bien compris les choses, que la nature n'est que de l'ordre de l'esprit. La nature n'est que de l'ordre de l'esprit, ce qui est une proposition totalement invraisemblable pour quelqu'un qui connaît désormais l'apport du darwinisme qu'il aurait pu connaître, puisqu'il a vécu à une époque où Darwin avait déjà écrit l'origine des espèces et la filiation de l'homme. Mais ce n'était pas son cas. Il ne voulait pas s'intéresser à ce qui aurait pu bousculer ses convictions philosophiques, religieuses, politiques, liées à l'idéalisme philosophique. Voilà, alors si je tenais à dire cela en m'appuyant sur mon livre, c'était que j'entends, à partir de ce que j'ai déjà écrit, et je n'ai pas tout à fait terminé, même si l'essentiel, disons, a été dit, mais il y a des tas de domaines dont je vous parlerai où le matérialisme m'a inspiré des conceptions de l'art, de la religion, etc., qui, à mon avis, valent le coup d'être entendues, si vous voulez. Ce que j'entends faire, moi, par ce genre de travail, avec tout ce que j'ai écrit déjà, c'est j'entends mettre au premier plan l'intelligence philosophique, autonome, rappelez-vous la formule de Kant qui définissait l'esprit des Lumières, sapere aude, c'est-à-dire pense par toi-même ou sais par toi-même, et ne te fie pas à des autorités extérieures qui aliènent la liberté de l'intelligence. Eh bien moi, ce que je réclame, c'est que la philosophie et les philosophes qui la mettent en pratique, la pratiquent à la lumière de la philosophie des Lumières, si je veux dire, et de ceux qui l'ont incarnée par la suite. Merci.